Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo méthode. On va faire quelques outils mathématiques indispensables qui doivent être vus, qui sont indispensables en fait pour un enseignement scientifique de base, l'enseignement scientifique qu'on attend de vous en général. Et naturellement, ces outils mathématiques seront utiles dans d'autres matières, hein. Ce n'est pas utile que en sciences, c'est utile à chaque fois que l'on va devoir quantifier quelque chose, ce qui est le cas dans à peu près toutes les matières. Euh, Je fais ce cours parce que j'ai remarqué en corrigeant vos derniers contrôles qu'il y avait des bases vraiment de mathématiques que vous ne maîtrisiez pas. Et donc ça c'est pour la première partie de ce cours. Et la deuxième partie, ce sera d'autres bases mathématiques dont nous aurons besoin pour le prochain cours, qui est un cours sur la musique. Vous verrez qu'on en a besoin. Donc le premier point, qui est le point sur lequel j'insiste vraiment, si la plupart d'entre vous n'arrivent pas à résoudre des problèmes mathématiques simples, c'est avant tout parce que vous avez peur d'une formule mathématique. Je ne plaisante pas, hein, je parle vraiment de peur en sachant de quoi il en retourne. Vous voyez une formule mathématique et vous vous dites je ne vais pas y arriver, ce sont des mathématiques. C'est faux. Vous avez largement le niveau pour le faire. Si l'on vous demande en enseignement scientifique en première et en terminale, c'est que vous avez le niveau mathématique pour le faire. Simplement, il faut que vous en ayez conscience et que vous ne paniquiez pas, que vous ne cherchiez pas à faire n'importe quoi, que vous preniez simplement le temps de vous rendre compte que c'est simple. Et une fois que vous vous rendez compte que c'est simple, vous pouvez le faire. Mais si vous commencez en vous disant ce sont des mathématiques, ça va être compliqué, vous n'y arriverez pas. Donc le but de ce cours, c'est moins de vous rappeler les outils, qui sont ces outils, c'est des outils du collège que je vais voir. Et encore, ce n'est pas des outils de fin de collège, c'est des outils de milieu ou de début de collège. Mais ce sont des outils que vous utilisez et que vous utiliserez et que vous pouvez parfaitement utiliser. Tant que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas compliqué, qu'il y a une logique derrière, qui est une logique simple. Vraiment une logique simple. Donc, on va voir deux choses aujourd'hui. Premièrement, le calcul littéral et les équations. Et deuxième chose, les fonctions trigonométriques. Alors les fonctions trigonométriques, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va voir, hein, juste les fonctions trigonométriques, ça va être le principe des fonctions trigonométriques. Donc, calcul littéral et équation. Première partie. Le calcul littéral, c'est un calcul qui se fait non pas avec des chiffres, mais avec des lettres, comme le nom l'indique. Dans un calcul, dans une formule, on peut remplacer une valeur par une lettre ou un symbole. Cette valeur peut être une constante ou peut être une variable. Une constante, c'est quelque chose qui ne va jamais changer de valeur. Par exemple, pi. Pi, c'est un chiffre qui ne change jamais de valeur, qui a une valeur, hein, qui est 3, 14, 16, etc. Je pourrais continuer à l'infini, mais c'est toujours la même. On remplace pi par une lettre, en l'occurrence une lettre grecque, pi. Et voilà. Donc on peut avoir une valeur constante. On peut également avoir des valeurs variables, c'est-à-dire des choses qui vont changer. Si vous prenez le temps s'écoule, donc si je prends une valeur pour le temps, que j'appelle t en général, mon t change. Si je prends une longueur, la longueur peut changer. Si je prends une intensité électrique, l'intensité électrique peut changer. Bref, je peux donner des valeurs variables. Je remplace ceci par une lettre ou un symbole. C'est ce qu'on appelle un calcul littéral. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va considérablement faciliter les calculs en sciences. La découverte du calcul littéral à la fin du Moyen-Âge a permis de faire des progrès monstrueux, vous n'avez pas idée, dans les sciences. Avant, il fallait à chaque fois faire une table dès qu'on avait une formule, puisqu'on n'utilisait pas de lettres, hein, on n'utilisait pas de valeurs lettrées qui pouvaient changer dans les calculs. Donc, si vous découvriez une formule quelque part, eh ben, il fallait que vous fassiez le tableau avec tous les cas et toutes les valeurs. Et pour peu que vous ayez plus d'une valeur variable, vous faisiez des tableaux immenses, vous faisiez des livres entiers juste de calcul de valeurs. Une fois qu'on est passé au calcul littéral, ça a été beaucoup plus simple. Il suffisait de mettre une lettre et on remplaçait la lettre par la valeur en question. Alors je vous fais en résumé. Dans l'histoire des sciences, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais il faut bien penser que le calcul littéral, ça va être quelque chose qui va simplifier énormément, puisqu'on n'a pas besoin de mettre le chiffre à chaque fois, le nombre à chaque fois.
Donc, des expressions littérales sont égales si elles donnent le même résultat pour n'importe quelle valeur donnée aux lettres. Par exemple, le premier calcul ici, a fois c plus b fois c, c'est toujours égal à a plus b fois c, quelle que soit la valeur que je donne à a, quelle que soit la valeur que je donne à c, quelle que soit la valeur que je donne à b. Donc ce calcul-là est un calcul exact. On aura toujours la même chose d'un côté et de l'autre. On dit donc qu'il y a égalité. L'égalité, c'est qu'il y a la même chose d'un côté et de l'autre. Mais ce calcul ici n'est pas un calcul qui est exact. On n'a pas une égalité. A fois C plus B, ce n'est pas la même chose que A plus B fois C. Ça peut être la même chose. Si B égale 0, on va obtenir la même chose. Donc il y a des cas dans lesquels ça va être la même chose. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Donc comme ce n'est pas tout le temps vrai, on n'est pas toujours égal. Autrement dit, ce n'est pas tout le temps la même chose à gauche et à droite. Donc pour qu'il y ait égalité, il faut que ce soit toujours pareil à gauche et à droite. Il y a quelques formules qu'il faut connaître par cœur du calcul littéral. Ce sont des formules simples, ce sont des formules de distributivité que vous avez appris au collège. La première, c'est a fois b plus fois a fois b, a plus b fois a plus b, parce que a plus b au carré, c'est a2 plus 2ab plus b2. La deuxième, c'est a moins b au carré. Alors, c'est exactement la même chose que la première, sauf que comme j'ai un moins, je peux faire que ici c'est plus entre parenthèses moins b. Dans ce cas-là, j'obtiendrai cette formule-là. Mais sinon, si vous voulez vous simplifier, vous apprenez a moins b au carré, c'est la même chose, sauf que j'ai un moins ici. A2 moins 2ab plus b2. Et la dernière, a plus b fois a moins b, c'est a2 moins b2. Ça, c'est des choses que vous avez apprises au collège. Vous les connaissiez par cœur. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une équation? Si j'ai une égalité littérale, comme j'ai avant, mais que je cherche la valeur d'une ou plusieurs variables, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je cherche, c'est pas juste, je décris pas simplement, je veux obtenir la valeur. Je parle à ce moment d'équation. Les valeurs que je dois définir sont les inconnues. Et résoudre une équation signifie trouver la ou les valeurs des inconnus qui vérifient l'égalité. Je peux trouver la valeur soit avec un chiffre, je peux résoudre une équation pour obtenir le chiffre, soit je résous l'équation pour obtenir une expression littérale, c'est-à-dire une expression avec des lettres. Je ne connais pas toutes mes valeurs, mais je peux dire, voilà, j'ai mon équation qui est a plus x égale b. Ma valeur de x, ma résolution d'équation, si je cherche x, c'est x égale b moins a. C'est une valeur pour x, b moins a. Et après, je pourrais remplacer b et a par les valeurs chiffrées si je les ai pour obtenir. Qu'on soit bien clair, une équation peut avoir une ou plusieurs inconnus. Et une équation peut ne pas avoir de solution. Peut avoir une solution, peut avoir un nombre fini de solutions, c'est-à-dire qu'il peut en avoir 2, 3, 4, 22, etc. Ou voir un nombre infini de solutions. Si je prends mon équation 0 fois x égale 0, je vais avoir un nombre infini de solutions parce que quelle que soit la valeur que je donne à x, c'est vrai. Par contre, si je fais 0 fois x égale 1, je ne vais avoir aucune solution parce qu'il n'y a aucun chiffre qui multiplié par 0 donne 1. Pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue, qui est la seule équation qu'on vous demandera vous, c'est-à-dire j'ai une chose que je cherche, et cette chose-là, ça va pas être trop compliqué. On va juste faire des additions et des multiplications, rien de plus. C'est la seule chose qu'on vous demandera en enseignement scientifique. On réalise des opérations successives des deux côtés de l'égalité. Et ces opérations doivent conserver les conditions de l'égalité. C'est-à-dire que si on vous a dit que cette égalité était valable quels que soient les chiffres, il faut que ça reste valable quels que soient les chiffres. Alors il n'y aura que deux opérations que vous devez connaître, qui sont des opérations que vous avez apprises en primaire. La première, c'est l'addition et la soustraction. L'addition et la soustraction conservent toujours les égalités. Supposons, je reprends mon équation de tout à l'heure, x plus a égale b. Je cherche x, l'inconnu c'est x. Je vais rajouter moins a aux deux côtés de l'équation. J'ai une addition de moins a, ou c'est la soustraction de a, comme vous voulez, ça revient exactement au même. Je mets de chaque côté. Donc j'ai x plus a moins a est égal à b moins a.
J'aurai juste à rajouter ici, moins a de chaque côté. Ça, c'est équivalent, quel que soit le cas, à x plus a moins a plus a moins a, ça fait 0, donc j'ai plus que x. B moins a est ici, qui est là. Et j'ai bien obtenu ma résolution, x égale b moins a. J'ai pas fait compliqué, j'ai juste enlevé a de chaque côté. Je peux toujours ajouter ou enlever le même chiffre de chaque côté d'une égalité, ça marche tout le temps, l'égalité est conservée. Voilà, je suis parti de là et j'obtiens bien ma résolution, x égale b moins a. J'ai résolu mon équation. Deuxième opération qu'on peut vous demander, toujours niveau primaire, c'est la multiplication et la division. La multiplication et la division conservent l'égalité, attention, tant qu'on ne divise pas par 0. Puisqu'on ne sait pas diviser par 0, il faut toujours dire, attention, le chiffre que je divise ne peut pas être 0. Je suppose que j'ai l'équation ici, x fois a égale b. Je divise les deux côtés par a, ce qui signifie que ce n'est valable que si a est différent de 0. Parce que si a est égal à 0, je ne peux pas diviser. Donc si a est différent de 0, j'ai x fois a divisé par a égale b divisé par a. On est bon. Donc, tant que a est différent de 0, c'est équivalent à x égale b sur a. J'ai résolu mon équation. Comment je suis arrivé ici? X fois a divisé par a, je simplifie par a en haut et en bas, il ne me reste plus que x. X égale b sur a. Vous voyez, ce ne sont pas des choses complexes. Ce qu'on va vous demander en enseignement scientifique, ce sont vraiment uniquement des opérations de base. Mais il faut les faire. La seule petite subtilité, c'est qu'on ne peut pas diviser par 0. Mais en même temps, vous devez le savoir qu'on ne divise pas par 0 depuis le temps. Application. On va vous entraîner à ça, parce que c'est bien gentil de dire des choses comme ça de manière purement théorique, mais les mathématiques, ça se base aussi sur la pratique. Je vais vous demander de résoudre, pour la fois où on se voit, donc après les vacances, les équations. Ici, l'inconnu, je l'ai appelé t. L'inconnu, je peux l'appeler comme je veux. Je pourrais l'appeler w, je pourrais l'appeler x, enfin, je vais l'appeler comme je veux. Ici, je l'ai appelé t. Donc, 8 équations, pardon. 4 équations où je obtiens un chiffre pour t. 4 équations où je vais obtenir une expression pour t, sauf la dernière où j'obtiens un chiffre. Donc, résolvez ces équations. On en parlera du coup après les vacances pour voir si vous avez bien vu. Attention, une équation peut avoir plus d'une solution et une équation peut ne pas avoir de solution. Si vous trouvez dans un cas où ce n'est pas possible, là vous écrivez simplement ce n'est pas possible. Voilà. Ça peut arriver. Ça risque d'arriver. Ça, c'était pour le calcul littéral et les équations. Comprenez bien, ce n'est pas compliqué ce qu'on vous demande ici. Il faut simplement poser les choses calmement. Et si vous posez les choses calmement, vous y arriverez. Sans problème, croyez-moi. Et dans le DS inquiété, on fera la correction à la rentrée, vous verrez que l'équation que je vous donnais était simple, vraiment simple. Mais il fallait simplement ne pas paniquer. Ensuite, chose dont on va avoir besoin maintenant pour le prochain cours, ce sont les fonctions trigonométriques. Donc grand 2, les fonctions trigonométriques. Il y a encore d'autres points de maths qu'on verra, mais pour l'instant, pour aujourd'hui, ça va suffire de parler calcul littéral, les fonctions trigonométriques. Attention, les fonctions trigonométriques, on va rester dans le cas simple. Je ne vais pas aller dans les détails des fonctions trigonométriques, ce n'est pas mon rôle, ça n'a pas d'intérêt en enseignement scientifique. Par contre, il faut avoir quelques bases très simples. Les fonctions trigonométriques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions, c'est-à-dire des outils qui transforment un nombre en un autre. Les 3 fonctions qu'on va voir, le cosinus, le sinus et la tangente. Ces fonctions correspondent à des mesures que l'on peut effectuer sur un cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique? C'est un cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. Et ces fonctions associent la valeur d'un angle en radians à ces mesures.
Par exemple, le sinus associe la valeur de l'angle à la longueur de la projection du rayon sur l'axe des abscisses. Le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. Si vous ne retenez pas ça, ce n'est pas grave. Et vous comprenez que c'est au départ un angle qu'on transforme pour obtenir une valeur. Il y a trois fonctions, sinus, cosinus et tangente. Ces trois fonctions ont une propriété extrêmement intéressante, et c'est pour ça qu'on les utilise en sciences principalement, c'est qu'elles sont cycliques. Tous les 2π, elles reprennent la même valeur. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à grand R, c'est-à-dire quel que soit le nombre. X, je prends n'importe quel nombre, ça marche. Cosinus de x, c'est égal à cosinus de x plus 2. J'ai calé de x plus 2. Mais je peux aussi enlever les 2π, peu importe. Donc c'est égal aussi à cosinus de x moins 2π. Mais c'est aussi égal à cosinus de x plus 2π, qui est aussi égal à cosinus de x plus 4π, qui est aussi égal à cosinus de x plus 8π, etc. Donc x plus 86π, si on est toujours le même chiffre. Et c'est aussi égal à x moins 86π, cosinus de x moins 86π. Bref, tous les 2π, on retombe exactement sur le même chiffre. Autrement dit, les fonctions trigonométriques sont cycliques. Et donc, dès qu'on va avoir une valeur qui va être cyclique, qui revient régulièrement à la même valeur, eh bien, on va en général utiliser des fonctions trigonométriques pour les représenter. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que l'on peut facilement, comme ceci, obtenir des valeurs cycliques. Prenez quelque chose qui est simple, la durée du jour au cours de l'année. Vous savez que la durée du jour, elle augmente entre le 21 décembre et le 21 juin, puis elle diminue du 21 juin au 21 décembre, puis elle augmente du 21 juin au 21 décembre, donc elle est cyclique. Et la durée du jour, si je veux la représenter au cours du temps, je peux utiliser une fonction sinus. C'est une fonction sinus dont ici le cycle dure 1 an, puisque 1 an après, je retombe exactement sur la même durée du jour et de la nuit, mais il n'empêche que c'est une fonction sinus. Donc vous comprenez pourquoi on l'utilise. On l'utilise pour représenter des choses qui sont cycliques. Les fonctions sinus et cosinus donnent toujours des valeurs qui sont comprises entre -1 et 1. Ça donne jamais au-dessus de -1, c'est jamais en dessous de 1. On peut facilement passer de sinus à cosinus. Je ne vais pas expliquer comment, mais le sinus de l'un, c'est 2π sur 2 moins la valeur pour le cosinus. Peu importe. Donc, comme on peut passer facilement de sinus à cosinus, il suffit d'utiliser la fonction sinus ou la fonction cosinus. En général, on utilise plutôt la fonction sinus. Et donc, après, on peut faire ce qu'on veut. Il y a quelques valeurs importantes de sinus qui nous permettent de bien nous repérer. La première, c'est que sinus 0, c'est égal à 0. Voilà. Sinus 0 égale à 0, donc on commence à 0. Sinus pi sur 2 égale 1, c'est le maximum. Et sinus pi égale 0. Si vous devez retenir qu'une seule de ces valeurs, retenez la première. C'est pas compliqué, je pense que vous pouvez comprendre sinus 0 égale 0. Donc si j'ai une fonction sinus, je vais me débrouiller pour que le premier jour corresponde au 0. Ça, c'est les fonctions sinus et cosinus. Il y a la fonction tangente. La fonction tangente, c'est le rapport entre le sinus et le cosinus. Elle est un peu plus subtile, on l'utilise un petit peu moins. La fonction tangente, elle donne des valeurs qui sont comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Je peux utiliser n'importe quelle valeur. Sinus et cosinus, c'est que entre -1 et 1. Tangente, c'est entre moins l'infini plus l'infini. C'est un rapport, c'est-à-dire c'est une division. Et c'est le sinus divisé par le cosinus. Or, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, pour tous les multiples de pi sur 2, que ce soit pi sur 2, 3π sur 2, 5π sur 2, mais également moins pi sur 2, etc., on ne définit pas la fonction tangente. Donc la fonction tangente, il y a des valeurs pour lesquelles elle n'est pas définie. Qui explique aussi qu'on l'utilise moins. Voilà pour les rappels mathématiques dont on va avoir besoin. Le point important, vous l'avez compris, c'est que ce sont des choses simples que vous êtes parfaitement capable de faire. Si vous devez retenir quelque chose de ce cours, c'est je suis capable de faire les mathématiques que l'on me demande.
vous en avez parfaitement le niveau. Simplement, ne paniquez pas. Si vous voyez une formule mathématique, ce n'est pas votre ennemi. C'est quelque chose que vous allez utiliser. C'est un outil. Et cet outil, vous avez les moyens pour l'utiliser. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est recopier ce cours dans la partie méthodologie et de résoudre les 8 équations que je vous ai données un petit peu avant, qui sont, vous verrez, des équations simples et que l'on corrigera à la rentrée. Pendant les vacances, reposez-vous et soyez prêts à entamer à la rentrée une nouvelle partie où nous allons parler de musique, dans laquelle nous aurons besoin de ces rappels mathématiques. Je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à la rentrée.